Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette édition, voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, participe au 31e sommet de la Ligue des États arabes à Alger, en Algérie. Et dans le monde, Pyongyang a tiré au moins 10 missiles. Séoul a répliqué avec 3 missiles air-sol en mer. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. La capitale algérienne, Alger, a abrité hier l'ouverture du 31e sommet de la Ligue des États arabes. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part donc à ce sommet, notamment le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Reportage. Le 31e sommet de la Ligue arabe s'est ouvert officiellement en Alger, capitale d'Algérie, qui célèbre son 68e anniversaire depuis le déclenchement de la révolution du 1er novembre en 1954. Plus de 20 chefs d'État et gouvernement et plusieurs monarques ont pris part au sommet, notamment le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, qui a pris part à ses collègues arabes, accompagné d'une forte délégation de son pays. Ce sommet qui a débuté hier avait une saveur particulière, puisqu'il se tient après 3 années d'absence à cause du Covid-19 et la participation du secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, qui a tenu à être présent au sein de cette organisation. Le président algérien, M. Abdelmajid Tebboune, a accueilli chaleureusement l'ensemble de ses homologues hôtes, y compris le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, connu non seulement pour son rôle de pacificateur qu'il joue dans la région de la Corne de l'Afrique, mais aussi pour son leadership en faveur de l'intégration économique qui constitue l'objectif premier de ce sommet de réunification des pays arabes. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour de ce sommet, notamment la question palestinienne qui occupe une place première, mais aussi l'adoption d'un programme stratégique d'entente générale visant à accroître le niveau de cohésion et de la capacité de l'organisation pan-arabe. Le second volet de cette assise est dédié à la réalisation de mécanismes plus efficients d'action, de médiation et d'interposition dans les différends, notamment politiques et sécuritaires, au sein de ces pays membres de cette organisation arabe. Le 31e sommet de la Ligue arabe servira par ailleurs de cadre à l'adoption de stratégies utiles et résilience pour les pays membres de cette organisation afin de mieux appréhender les conséquences nées des crises internationales. La réunion a consacré également un autre volet très important qui est celui de l'identification de partenariats stratégiques de coopération économique entre les pays de la Ligue arabe. Ce qu'il faut retenir de ce sommet de la Ligue arabe est une éventuelle réunification des pays arabes en vue de créer une vision arabe intégrée, faisant face aux défis communs qui ne peut être envisageable qu'à travers une cohésion sereine entre les différents partis. Et durant ce sommet, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a prononcé un important discours devant ses homologues donc de la Ligue arabe. On écoute le président de la République. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa sayyid al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة رئيس الدورة الحالية لمؤتمر القمة العربي أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمين العام لمجامعة الدول العربية أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements et ma reconnaissance à mon frère, le président de la République algérienne, le président Abdelmajid Tebboune, ainsi qu'à son cher gouvernement et au peuple algérien pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité qui nous a été réservée pour ce sommet. Je voudrais également adresser mes sincères remerciements à mon frère, son Excellence le président Kais Saied, et à la République sœur de Tunisie pour avoir accueilli le sommet précédent. Je remercie son Excellence le secrétaire général de la Ligue des États arabes et le secrétaire général
pour leurs efforts appréciables au service de l'action arabe commune et pour le suivi des recommandations des précédents sommets. Majesté, Excellence et Altesse, nous nous réunissons à nouveau alors que notre monde arabe vit encore avec l'impact d'énormes défis et des crises qui s'aggravent, qui n'ont non seulement constitué une menace sérieuse pour la paix civile, la stabilité et le développement, mais représentent également une menace existentielle pour certains de nos pays. À cet égard, nous avons une double responsabilité d'arrêter la détérioration et de faire face à l'escalade des dangers. Et cela ne peut se faire que par la solidarité, la cohésion et par esprit de responsabilité collective pour surmonter ces crises et construire un avenir meilleur à la hauteur des espoirs et les aspirations de nos peuples et empêcher les interférences extérieures dans les affaires intérieures de nos pays. Majesté, Excellence, Altesse, Mesdames et Messieurs, c'est une bonne occasion de se retrouver en Algérie, le pays de la fierté, de la dignité, de l'honneur et de l'endurance, connu pour son acharnement à défendre les causes arabes et célébré pour ses initiatives dans le domaine du renforcement de l'unité du rang arabe. Dans la dernière en date est la conférence d'unification pour la réalisation de l'unité nationale palestinienne qui a abouti à la signature de la déclaration d'Alger sur la fin de la division et à la réalisation de la réconciliation palestinienne. Nous saluons une fois de plus cet accord qui constitue une étape importante sur la voie de l'unité palestinienne et la consolidation du projet national de restauration du droit du peuple palestinien frère et l'établissement de son État indépendant Al-Quds Al-Sharif comme capitale. Nous apprécions hautement le rôle joué par la République sœur d'Algérie dans le parrainage des pourparlers et l'accomplissement de ce travail. Nous soulignons également notre soutien à tous les efforts visant à renforcer la détermination du vaillant peuple palestinien à résister et à vaincre l'occupation sioniste. En ce qui concerne la situation au Yémen, nous exprimons notre égard de ne pas avoir prolongé la trêve compte tenu des conditions humanitaires difficiles vécues par les frères yéménites. Poursuivant son allocution, le numéro 1 djiboutien a réitéré le soutien du gouvernement et du peuple djiboutien pour mettre fin aux différents conflits et crises humanitaires qui sévissent dans le monde arabe. Réécoutons le président de la République. Soutien absolu au gouvernement légitime et nous exprimons également notre appui aux efforts déployés pour mettre fin aux conflits et à la crise humanitaire dans ce pays frère sur la base des références convenues, à savoir l'initiative du Golfe et ses mécanismes exécutifs. Les résultats de la conférence de dialogue national et la résolution 2216 du Conseil de sécurité de 2015, de manière à garantir l'unité, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Yémen. S'agissant de l'évolution de la Libye, nous retirons l'importance de parvenir à un règlement politique accepté par tous les Libyens. Dans ce contexte, nous appelons tous les partis libyennes à engager un dialogue global. Seul moyen de sortir de l'impasse actuelle est de répondre aux aspirations du peuple libyen frère. Dans le même contexte, nous renouvelons notre entière solidarité avec la République du Soudan. Nous exprimons également notre espoir que les forces politiques et les partis à la paix dans ce pays frère pourront parvenir à un accord qui mène à la formation d'un gouvernement civil pour diriger le pays et préparer le climat pour la tenue d'élections justes et transparentes à la fin de la période de transition. Concernant l'évolution de la situation en Somalie, nous saluons les efforts déployés par le gouvernement somalien dans le domaine du renforcement d'institutions étatiques et la lutte contre le terrorisme. Nous notons à cet égard le grand succès obtenu par l'élection du président Hassan Sheikh Mahmoud face au mouvement Shebab. Dans le même temps, nous appelons à apporter un soutien et assistance à ce pays frère dans cette étape historique qu'il traverse. Majesté, Excellence et Altesse, à la lumière des conditions actuelles au niveau régional et international, nous avons un besoin urgent d'unir nos mots et nos rangs face aux défis posés par ces conditions. Dans ce cadre, nous espérons que le sommet d'Algérie constituera une étape charnière dans le processus d'action commune arabe, compte tenu de la sagesse et la sagesse des frères d'Algérie leur permettant d'atteindre le but et les objectifs souhaités. En conclusion, je renouvelle mes remerciements à son Excellence, le président Abdelmadjid Tebboune, ainsi qu'au gouvernement et au peuple frère algérien pour avoir accueilli ce sommet et bien préparé sa réussite. Et nous demandons à Dieu Tout-Puissant de couronner de succès les actes de notre sommet et de nous guider tout vers ce qui est pour le bien de notre nation.
Et la passation de la présidence tournante du sommet arabe a été officiellement remise à l'Algérie par le président tunisien Kais Saïd à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune en présence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Ligue arabe. Avant la clôture du sommet, les chefs d'État des pays arabes ont fait le point sur la situation actuelle dans le monde arabe, les conséquences de la crise et le dossier palestinien, les ingérences étrangères et dans les pays arabes et autres sujets qui étaient au menu de ce sommet et qui se tient après 3 ans et a duré 2 jours. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a prononcé un discours dans lequel il a indiqué que le monde arabe continue de vivre à l'ombre des défis redoutables et de crises de plus en plus profondes qui non seulement constituent une grave menace pour la paix civile, la stabilité et le développement, mais représentent également une menace existentielle pour certains de nos pays. Le chef de l'État a ajouté que les pays arabes ont la double responsabilité d'arrêter la détérioration et de faire face à l'escalade des dangers, et cela ne sera possible que grâce à la solidarité et à la cohésion collective pour surmonter ces crises et construire un avenir meilleur qui réponde aux espoirs des peuples des pays arabes. Le sommet de la Ligue arabe s'est clôturé avec un rapport de la commission d'application des décisions et des engagements de la Ligue arabe. Dans l'actualité également, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a présidé aujourd'hui la 2e séance publique de la 2e session ordinaire de l'année 2022 en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, de l'ensemble des parlementaires et des membres du gouvernement. L'agenda de la plénière était consacré essentiellement à l'étude et à l'adoption de 4 projets de texte, la loi portant ratification par la République de Djibouti de la Charte africaine sur la sécurité routière, la loi relative aux activités de lancement d'opérations de vol et de guidage d'objets spatiaux, la loi portant création du fonds de soutien pour le handicap et enfin la loi de finances portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2022. Le président de l'Assemblée nationale, avant l'ordre du jour précité, a exprimé au nom de la représentation nationale le rejet et la condamnation des attentats terroristes qui ont frappé cette semaine le pays frère, la Somalie. Il a réitéré le soutien et la compassion du Parlement djiboutien aux familles des victimes et des blessés. Concernant le texte à l'ordre du jour, des échanges constructifs des députés et membres du gouvernement ont été riches. Des sujets tels que la sécurité routière, la planification des routes, la recherche spatiale, les diverses applications découlant d'une couverture spatiale de notre pays ont été soulevés. En outre, des bancs de l'hémicycle, le débat précédant le vote de loi a porté sur la thématique du handicap, qui est une des priorités des stratégies nationales. Et dernier point figurant à l'agenda de la 2e plénière de la 2e session ordinaire de l'année, les finances publiques et ses différents substrates, comme les modalités de prévision de ressources et dépenses publiques et la conjoncture macroéconomique. Et au terme des discussions et après les votes favorables des parlementaires, le président Ahmed a procédé à la clôture des travaux de cette séance publique. Écoutons à présent le mot d'ouverture de la séance du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite à tous la bienvenue dans notre hémicycle où nous examinerons aujourd'hui plusieurs projets de loi. Avant d'entamer notre ordre du jour, je tiens à dire un mot pour la Somalie, pays frère qui a encore été touché par le terrorisme. Je tiens à condamner au nom de la représentation nationale avec fermeté l'acte ignoble et c'est l'occasion pour nous de réaffirmer notre solidarité à nos frères et sœurs somaliens face à cette barbarie. Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes et un prompt rétablissement aux nombreux blessés. Et les parlementaires, durant cette séance, ont interrogé les membres du gouvernement sur les différentes questions qui étaient à l'ordre du jour de cette séance. Conformément à la feuille de route du président de la République, son Excellence
Al-Hajj Ismail Omar Guelleh pour l'établissement de règles essentielles de gestion en matière de prévention de circulation et de sécurité routière dans notre pays afin de réduire les taux des accidents. En effet, Monsieur le ministre, pour pouvoir concrétiser cela, il est temps d'agir pour lutter contre l'insécurité routière en faisant en sorte que la sécurité routière soit intégrée au cœur des préoccupations nationales. Mes deux questions sont les suivantes, Monsieur le ministre. Quel plan d'action national avez-vous établi pour lutter contre l'insécurité routière? Qu'apporte-t-elle la ratification de la Charte africaine? En bref, Monsieur le ministre, sur la sécurité routière. Machallah, avec Djibouti 1P, qui vise à aider le Centre d'études et de recherche de Djibouti. Encore mes félicitations, Monsieur le ministre, pour l'ambition décomplexée affichée par la République de Djibouti, se voit déjà récompensée grâce à sa politique visionnaire de président de la République, s'est lancé dans la technologie spatiale et ceci pour améliorer la sécurité alimentaire et le suivi des changements climatiques qui affectent les populations d'Afrique de l'Est. Ce programme spatial, qu'est-ce qui nous bénéficie du transfert de technologies pour Djibouti vers ces nanosatellites? Pourriez-vous nous dire s'il y en a des applications concrètes dans le cadre de la protection de l'environnement que ce programme spatial développe? En tant que parlementaire, je tiens à signifier ouvertement mon soutien pour l'adoption de ce projet de loi relatif à la création d'un fonds de l'handicap destiné à renforcer les capacités de résilience de ces groupes vulnérables que sont les handicapés. Tout être humain normal peut devenir ou être affecté du jour au lendemain d'un handicap suite à un accident, maladie ou tragédie. Donc, l'handicap n'est pas réservé à une catégorie sociale déterminée, mais une affaire qui nous interpelle tous et auquel nous devons apporter notre appui en tant que législateurs pour la concrétisation de cette volonté politique nationale. Et les différents membres du gouvernement qui ont été interpellés par les parlementaires ont répondu aux questions. Nous les écoutons. La Charte africaine sur la sécurité routière, comme ça a été dit, a été adoptée par le sommet du chef d'État et du gouvernement de l'Union africaine le 31 janvier 2016, dans l'objectif d'améliorer la gestion des questions liées sur la circulation routière en Afrique et de réduire davantage le taux excessivement élevé des accidents de route dont les victimes sont les piétons, les cyclistes et motocyclistes, parmi lesquels le gel constitue une forte proportion. Cette charte quand même vise également de confirmer et de compléter les textes déjà existants dans notre pays, c'est-à-dire le Code de la route. L'honorable député Amin Mohamed Jama nous parle pourquoi dans le texte on n'a pas parlé de nanosatellites. Je vous dis, on vise très loin. On a commencé par les nanosatellites parce que c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui, mais j'ai discuté encore ce matin dans notre possibilité. Beaucoup de choses ont été dites dans le texte, c'est ce qu'on souhaite faire. Il y a deux choses. Ces nanosatellites, dans un premier temps, nous permettront de collecter des données, pas d'avoir des images très précises. On ne va pas se mentir, je préfère être franc. Mais on s'inscrit, Inch'Allah, dans la deuxième phase et il faut un peu plus de moyens, bien sûr. Mais comme les étudiants aujourd'hui sont capables de faire ce projet de formation, le satellite ne nous coûtera pas très cher. C'est le lancement et quelques équipements, parce qu'ils savent faire. C'est la caméra qu'on mettra. Et on veut avoir nos propres images, au lieu d'aller les demander ailleurs, de les acheter ailleurs. Si par exemple le ministre de la Défense ou le ministre de l'Intérieur ont besoin d'une précision, au lieu de les demander à des pays tierces, on pourra les avoir en fonction du besoin et de la demande. Déjà, je tenais à remercier justement, à travers justement votre manque de commentaires par rapport à ce projet de loi. Ça démontre vraiment votre engagement et votre soutien
aux personnes handicapées en République de Djibouti. Une personne handicapée, une famille handicapée est non seulement vulnérable par sa situation ou son manque de revenus ou son faible revenu, mais également par le manque à gagner, parce qu'un des parents va forcément, quand il a un enfant handicapé, ne va pas aller travailler ou rechercher un emploi pour justement assister son enfant handicapé à la maison. Donc c'est pour ça que ce fonds qui a été donc initié par l'ANPH, que vous avez donc tous vu le travail immense et formidable que l'ANPH a organisé et a fait sur le terrain, nécessite également de votre part, vous avez validé en février 2022 la stratégie nationale de l'handicap. Aujourd'hui, c'est le moyen financier qui lui permettra de venir justement mettre en œuvre cette stratégie et d'accompagner nos concitoyens les plus vulnérables, comme je le disais, doublement vulnérables. Il y a déjà des réunions techniques qui se font entre le ministère des Affaires sociales et des Solidarités et le secrétariat général du gouvernement, puisque la NPH est placée sous le rattachement de la présidence, pour que nous puissions accompagner également la NPH et ce fonds de solidarité pour le handicap. Et les discussions sont en cours. Mais d'ores et déjà, il faut savoir que la question de l'handicap a toujours été prise en charge par le gouvernement. Ce n'est pas avec la création de la NPH que ça a débuté, et ce n'est pas avec la création du secrétariat d'État à la solidarité en 2008 que ça a débuté. Ça a toujours été une question importante pour le gouvernement, parce que le handicap est une solidarité nationale et le président de la République a hissé les solidarités et la solidarité des personnes les plus vulnérables vraiment comme priorité de ses différents mandats. Et de son côté, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamil, est monté au créneau concernant le projet géothermique, qui est un domaine fortement prometteur. Il a rappelé que de grands progrès ont été accomplis dans ce secteur. On l'écoute. Nous avons parlé effectivement sur l'énergie. Le ministre de l'Énergie a donné quelques clarifications, mais d'ores et déjà. Et ces forages, quand ils ont commencé, ils ont tout simplement dit que ce forage ne marchait pas. Donc Djibouti n'aura pas de géothermie. Il fallait donc attendre que le pays accède à la souveraineté internationale pour que, effectivement, on reprend les études sur le forage géothermique. Et nous n'avons pas arrêté. Et nous continuons à travailler. Mais nous avons aussi diversifié les énergies renouvelables. On ne s'est pas cantonné à dire, bon, comme à l'époque, si on ne trouve rien du tout dans ces puits-là, on va abandonner. Non, on n'a pas abandonné. On continue. Fiale, Galokoma, ça va continuer encore. Mais on ne s'est pas aussi focalisé uniquement sur la géothermie. On a pris toutes les énergies renouvelables. Énergie verte. On a dit qu'en 2035, le pays va produire uniquement de l'énergie verte. Mais je pense que, bien avant ça, nous allons produire les énergies vertes. Puisque vous avez vu que les éoliens qui ont été placés du côté jusqu'au lac Assal, vont déjà débuter. De l'énergie hydroéolienne on fera les essais. Ce n'est pas les études sont déjà terminées. On va faire les essais dans la passe du Goubette. Le matériel arrive à la fin de ce mois-ci. Et donc, on va commencer au mois de décembre déjà à faire les essais pour voir qu'est-ce que ça donne en matière de puissance électrique dans cette zone-là. Ça aussi, c'est de l'énergie verte. Nous avons aussi, dans d'autres zones, vous connaissez que nous avons la vitesse de vent. Et sur ces vitesses de vent, nous avons remarqué que notre pays est riche. Et riche, quand on regarde globalement la carte du pays, nous voyons quand même que presque tous les pays, il y a du vent qui peut produire de l'énergie éolienne. Pour les petites installations, il y a les solaires qui sont déjà en fonctionnement dans certains endroits du pays. Tout cela veut dire quoi? Tout cela veut dire qu'on va tendre vers
une baisse de kilowattheures dans le pays. C'est ça le plus important. Pourquoi on va dans ce sens-là? C'est pour éviter à ce que le fioul, qui commence quand même à grimper sans arrêt, nous allons l'abandonner. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a participé à une opération de don de sang au profit de centaines de blessés suite au double attentat terroriste survenu à Mogadiscio, capitale de la Somalie, qui a fait plus d'une centaine de victimes et plusieurs centaines de blessés également. À cet effet, une équipe du Centre national de transfusion sanguine a été dépêchée à la primature pour collecter des poches de sang auprès du Premier ministre, des membres du gouvernement et des cadres de la primature. Le Premier ministre a montré l'exemple en donnant des poches du précieux liquide. 5 de ses collègues du gouvernement ont fait un don similaire. Il s'agit du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa, du ministre de l'éducation nationale, Moustapha Mohamed, du ministre de l'urbanisme et de l'environnement, Mohamed Abdelkader, et du ministre de la communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdoun, et du ministre chargé de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, et le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil. Cet acte de solidarité intervient après l'attentat terroriste vicieux et meurtrier à la double voiture piégée qui a visé le ministère de l'Éducation en Somalie le 29 octobre dernier, faisant au total plus de 100 morts et plusieurs centaines de blessés. Il est à noter que le gouvernement de Djibouti enverra demain par avion une équipe d'assistance médicale pour aider notamment les blessés de l'attaque terroriste de Mogadiscio. La cérémonie de la Fondation des forces japonaises d'autodéfense a eu lieu ce matin dans la base force japonaise et au Japon. Le 1er novembre est désigné comme l'anniversaire de la fondation du FJA et la cérémonie commémorative est effectuée par le commandant du quartier général de la flotte de forces d'autodéfense maritime chaque année. Cette cérémonie a vu la participation du commandant des gardes-côtes, du commandant de la marine nationale, des attachés militaires de chaque pays et des armées des pays amis donc stationnés à Djibouti. Lors de cette cérémonie, une démonstration de formation qui est effectuée par des membres du FJA stationnés à Djibouti. À l'occasion de la journée des forces d'autodéfense du Japon, je tiens à remercier vivement le soutien, l'hospitalité et la générosité que fournissent le gouvernement et le peuple de Djibouti à l'endroit des forces japonaises déployées ici à Djibouti. Grâce à cet effet, je suis très fier et honoré que les forces japonaises basées à Djibouti contribuent à la sécurité régionale et même mondiale à travers les opérations de la lutte contre la piraterie. La relation bilatérale entre le Japon et Djibouti est entrée cette année dans une nouvelle étape avec nos projets gouvernementaux aux forces armées djiboutiennes. Je voudrais réitérer en cette occasion ma forte volonté de consolider au mieux la relation entre la République de Djibouti et le Japon. Dans le cadre des formations continues durant les vacances interruptives d'octobre 2022, le ministère de l'Éducation nationale, par le biais du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, a abrité du 30 octobre au 3 novembre une série de formations pour une centaine d'enseignants, des enseignants de l'enseignement du préscolaire et de la base, les enseignants arabisants, des personnels de vie scolaire, de l'enseignement moyen et secondaire, ainsi que les écoles des villages réfugiés. Il faut dire que ces dernières actions différentes de formation sur des thématiques variées
diversifié qui consiste à améliorer les enseignements et apprentissages, mais aussi les pratiques de classe des enseignants et leur apportant toutes les ressources pédagogiques et le nouveau référentiel des compétences pour les chefs d'établissement, les conseillers pédagogiques ainsi que les enseignants de l'enseignement du préscolaire. La directrice générale du centre s'est réjouie du bon déroulement des formations et de la participation des formés. Il faut aussi noter que ces publics sont formés sur 2 grands axes du plan national de formation que sont la révision des curricula et le développement professionnel. À noter que les participants repartent du centre avec de nouvelles acquisitions qui vont profiter aux élèves, mais aussi une chance pour les enseignements qui doivent mettre en commun leur savoir-faire avec l'appui des conseillers pédagogiques. Écoutons les impressions d'un des responsables du centre. Aujourd'hui, nous avons mis en place la formation destinée aux enseignants qui vont prendre en charge les élèves, bien sûr, du programme d'éducation accélérée. C'était bien sûr la partie mathématique. Ces programmes, bien sûr, concernaient aux élèves déscolarisés ou non scolarisés vivant sur notre territoire national. Tous ces élèves doivent revenir sur les bancs de l'école ou bien sûr entrer dans le cursus scolaire pour avoir bien sûr une instruction. Les enseignants aujourd'hui on les a formés, on les a repris avec un programme qu'on avait élaboré bien sûr la semaine dernière au CRIPEN. Ces enseignants bien sûr ils auront leur livret, leur guide pour bien sûr enseigner les après-midi de 3h à 6h pendant 5 jours. Ces programmes d'éducation accélérée à 30 élèves par classe. Ce programme va commencer bien sûr très bientôt, le dimanche 6 novembre, dans nos écoles, les après-midi. Et la formation qu'ils ont eue maintenant, c'était bien sûr intégrer aussi la compétence de vie courante dans notre programme et dans les apprentissages, surtout lorsqu'ils font bien sûr les activités courantes. En nouvelle nationale toujours, le ministère des Affaires sociales et de Solidarité a procédé hier au lancement de la mission de supervision des activités menées à Doudou Balala dans la région d'Ali Sabié dans le cadre du projet intégré de transfert monétaire et de renforcement du capital humain dénommé PITCH. Était présent à la mission de supervision de terrain une délégation de la Banque mondiale conduite par le responsable du pôle protection sociale et emploi de la région MENA, les cadres du ministère et des représentants de l'autorité régionale. La délégation a débuté les visites de terrain avec une supervision des distributions des transferts monétaires pour les bénéficiaires vivant dans la localité de Doudou Balala. Le projet intégré des transferts monétaires et de renforcement du capital humain vise à octroyer des transferts monétaires d'une valeur de 30 000 francs Djibouti trimestriels à chaque ménage sélectionné selon leur niveau de précarité. Ainsi, le ministère des Affaires sociales améliore les conditions socio-économiques de 88 ménages vivant dans la région d'Ali Sabié. À ce jour, depuis la mise en œuvre du projet PITCH en 2019, compte donc 10 transferts monétaires de 30 000 francs par trimestre, soit un appui financier d'un montant total de 26 400 000 $. Il y a lieu d'indiquer que cette distribution monétaire impacte également de manière positive la localité, car ces transferts monétaires redynamisent l'économie locale et renforcent la capacité productive des ménages. Au cours des visites de terrain, la délégation s'est ensuite entretenue avec le comité de développement local qui a soulevé les questions concernant l'état d'avancement du projet PITCH dans la localité de Doudou Balala. Une autre étape importante de cette visite de terrain qui est la visite de l'infrastructure développée dans le cadre de la composante développement conduit par la communauté dit DCC. En effet, le projet PITCH renforce les capacités de résilience de la communauté à travers le développement de sous-projets sociaux de base. Un des projets que la communauté a mis en œuvre grâce au projet PITCH et l'installation d'un réservoir d'eau qui va desservir la localité. En somme, le projet intégré de transfert monétaire et de renforcement du capital humain dénommé PITCH vise à briser le cycle de transmission intergénérationnelle de la pauvreté, particulièrement dans les régions rurales, jusqu'à sa date de fin qui est prévue pour le 31 décembre 2023.
Et le préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Adan Migane, prenant la parole durant cette réunion, a indiqué que le ministère des Affaires sociales et de solidarité, pour la mise en œuvre de ces projets de développement qui soutiennent les familles les plus démunies vivant dans la région d'Ali Sabié, il a remercié le ministère qui accorde ses fonds en faveur des familles les plus vulnérables en collaboration avec la Banque mondiale, ce qui contribue les démarches visant à soulager la souffrance des segments vulnérables. Et il faut profiter de ces projets et aller de l'avant, a-t-il indiqué, pour améliorer les conditions de vie des communautés rurales, a souligné le préfet de la région d'Ali Sabié. Et de son côté, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de solidarité a souligné l'importance tangible du projet de transfert monétaire dénommé Pitch. Madame Amina Ahmed Warsama a indiqué que cette mesure était le résultat des efforts déployés au cours de la période écoulée en partenariat avec la Banque mondiale afin de soutenir le groupe vulnérable de la société. Le directeur général de l'ANPS, Mohamed Omar, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu hier à Ali Sabié pour une mission d'inspection des infrastructures sportives en prévision du lancement prochain de la saison sportive 2022-2023. Accueillis tour à tour dans leurs locaux par le préfet adjoint et le président du conseil régional de la région, la délégation s'est rendue d'abord au complexe sportif avant de jeter l'ancre au sein du centre études d'Ali Sabié. Il était question de faire un état des lieux des infrastructures, d'échanger avec les responsables des sites et de s'entretenir avec le personnel, d'évaluer leur situation et écouter leurs différentes doléances et demandes avant de recueillir donc les différents problèmes. L'objectif était de redynamiser les activités du centre sport-études, de lancer prochainement une série de détections de talents dans la région d'Ali Sabié, une région pépinière de champions et mine d'or de l'athlétisme djiboutien. Écoutons pour plus de précisions concernant cette visite à Ali Sabié l'intervention du directeur général de l'ANPS. Là, nous sommes au centre de Rarré pour un peu voir les infrastructures, le personnel et pour effectuer une visite de travail dans le cadre de l'ouverture de la saison qui aura lieu bientôt. Après, on se rendra au centre sport-études pour un peu évaluer. On avait déjà évalué lors de notre dernière visite, mais maintenant, nous allons plutôt aller pour rencontrer les employés, les travailleurs et améliorer un peu le cadre de leur travail pour qu'on puisse avancer et donner à ces centres la lumière ou bien sa splendeur. Parce que là, les centres, ici Sport-Études, c'est là où tous nos athlètes médaillés sont sortis. Et c'est un fleuron de l'athlétisme, on peut dire, en Afrique de l'Est. Donc nous allons un peu maintenant rehausser l'image de ces centres et avoir beaucoup plus d'athlètes et structurer un peu techniquement les différentes catégories qui peuvent sortir de ces centres, émerger de ces centres pour qu'on puisse compétir dans les régions, dans la région et puis dans les sous-régions et puis sur le plan international et continental. Donc c'est dans ce cas que nous allons aujourd'hui rencontrer les différents responsables des différents centres de sport. Et ce n'est qu'un début, mais l'ouverture aura lieu bientôt. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes aujourd'hui. Actualité internationale, à présent, c'était dans les titres de cette édition. Les deux Corées ont procédé aujourd'hui à des échanges de tirs de missiles. Pyongyang en a lancé plus de 10, dont l'un est tombé près des eaux territoriales sud-coréennes, ce qui a amené Séoul à riposter avec 3 missiles air-sol. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol dénonçant une invasion territoriale de fait. Un missile balistique de courte portée attribué à la Corée du Nord a tout d'abord franchi la ligne de limite du Nord, ce qui constitue de fait la frontière maritime entre les deux pays, provoquant une rare alerte au raid aérien demandant aux habitants de l'île sud-coréenne du Lengdo de se réfugier dans des abris souterrains. Selon l'armée de Séoul, c'est la première fois depuis la division de la péninsule à l'issue des combats de la guerre de Corée en 1953 qu'un missile nord-coréen est tombé si proche des eaux territoriales du Sud. Le Japon a également confirmé le lancement des missiles nord-coréens. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida déclarant aux journalistes vouloir tenir une réunion sur la sécurité nationale dès que possible. Ce tir mercredi
mercredi de missiles nord-coréens survient après une série de lancements, notamment de ce que le Nord a qualifié d'exercice nucléaire tactique. Washington et Séoul avertissent de manière répétée que Pyongyang pourrait effectuer un nouvel essai nucléaire qui constituerait le 7e de son histoire. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous avec la suite de programmes sur Télé Djibouti.